Non mais vous avez vu cette chemise là? Je crois que ça se voit pas trop à la caméra. Mais là normalement c'est beige et c'est devenu tout rose parce que je l'ai déteint à la machine. J'adore cette chemise, je suis trop triste. Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui va être, une fois n'est pas coutume, une chronique fauconesque. Je me rends compte que j'ai lu pas mal de livres ces derniers temps dont je vous ai pas encore parlé sur la chaîne parce que j'ai fait pas mal de vidéos un peu thématiques ces dernières semaines. Il est temps de se mettre à jour et que je vous parle un peu de ce que j'ai lu ces derniers temps parce que il y avait des choses très sympathiques et dans tous les cas, même dans ce que j'ai moins aimé, je pense qu'il y a des choses assez intéressantes à dire, donc c'est parti. Avec en featuring de cette vidéo mon fidèle café. Bon, je vais le poser pour pas le renverser. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est un classique de la littérature française puisque c'est L'amant de la Chine du Nord de Marguerite Duras. Et alors, chose que je ne savais pas avant de commencer le livre mais que j'ai compris au fur et à mesure et surtout en faisant des petites recherches, en fait, L'amant de la Chine du Nord, c'est une réécriture de son premier roman, ou de l'un de ses premiers romans, L'amant. Sauf qu'en fait, après une petite adaptation cinématographique qui ne lui a pas vraiment plu, elle n'a pas apprécié les portraits en fait qui étaient faits des personnages, elle a décidé de réécrire le livre et dans L'amant de la Chine du Nord, elle s'y réfère en l'appelant le livre justement. C'est un peu déconcertant au début quand on ne sait pas de quoi elle parle. Et aussi il y a des petites parties, des petites pages où c'est vraiment une description d'une scène cinématographique. Elle va expliquer comment filme la caméra, quel type de plan, quel type de prise de vue elle utilise. Et je pense que c'est pareil, c'est un peu une référence au film qui l'a poussée à réécrire l'histoire. Bref, tout ça pour dire que L'amant de la Chine du Nord, ça se passe au Vietnam, près du Mekong, où l'enfant, donc la protagoniste principale qui est vraiment surnommée l'enfant, on ne connaît pas son prénom, on ne connaît pas son nom, a grandi, a vécu, elle est avec sa mère et ses deux frères. Il y a un contexte familial un peu particulier. Elle est dans une pension de filles et donc sur le bac du Mekong, elle va rencontrer le chinois avec un grand C, comme elle l'appelle dans le livre, qui est un homme, il me semble, de 32-35 ans, quelque chose comme ça. L'enfant est âgé, quant à elle, de 15 ans et ils vont débuter une sorte de relation et donc le roman va vraiment être autour de toute cette relation. Et en fait, Marguerite Duras, elle joue un peu à brouiller les pistes puisque parfois on a l'impression que c'est un roman autobiographique, parfois on a l'impression que c'est quelque chose qu'elle voit d'un point de vue extérieur, parfois on dirait que c'est quelque chose qu'elle a vécu, qu'elle raconte des années et des années et des années après. Ça se voit qu'elle aime jouer avec les perspectives, qu'elle aime jouer avec les points de vue et qu'elle-même étoffe, enjolive, romance un peu toute cette histoire qu'elle a vécue avec le chinois. On va y parler vraiment de relations interdites, on va y parler vraiment d'intimité un peu malsaine, il va y avoir de l'inceste aussi. C'est un roman hyper étrange à lire, vraiment je sais pas quoi vous en dire, je sais pas comment vraiment vous en parler parce qu'il y a cette histoire entre cette très jeune fille et ce chinois beaucoup plus âgé qu'elle qui est vraiment pas saine au niveau de leur relation. C'est pourtant la jeune fille qui a un peu le pouvoir, c'est elle qui maîtrise un peu et vraiment elle est consentante, il n'y a pas d'abus ou quoi que ce soit, mais il y a des jeux de pouvoir un peu malsains. Les personnages principaux sont pas très attachants puisque la plume de Marguerite Duras est assez vague, elle est assez ambiguë, on sait jamais trop comment comprendre ses mots, comment parfois interpréter ses mots. Elle utilise que des très courtes phrases, il y a beaucoup de très petits dialogues, etc. C'est assez vraiment difficile à appréhender et en contrepartie les personnages secondaires sont presque plus développés que les personnages principaux. Donc en fait il y a cette espèce de rapport de force qui est un peu déséquilibré, qui est pas habituel on va dire par rapport à ce qu'on a l'habitude de lire, en tout cas moi personnellement. Comme je vous l'ai dit, c'est une réécriture de L'amant, donc autobiographie de Marguerite Duras, donc puisque c'est quelque chose qui s'est vraiment passé, cette relation avec ce riche chinois de 28, 29, 30, 32 ans, je sais plus trop, ça s'est vraiment passé, c'est vraiment la naissance de sa sexualité, c'est vraiment ça qu'elle raconte. Donc même s'il y a un côté malsain et que nous on est mal à l'aise, c'est pas un homme qui écrit les relations sexuelles de jeunes filles de 14 ans, donc pour moi c'est pas quelque chose qu'on peut réprouver, c'est simplement que forcément ça met un peu mal à l'aise la manière dont c'est écrit, ce qui se passe, la manière dont le chinois la voit et ce qu'il dit, voilà, qu'il aime que les très jeunes filles, des choses comme ça.
c'est pas quelque chose en fait qu'on lit couramment, mais ça reste quelque chose qui existe, ça reste quelque chose qui a existé. Donc c'est normal pour moi qu'elle soit racontée du point de vue des gens qui l'ont vécu. Pour moi en fait j'aime pas quand il y a une sexualisation des jeunes filles qui est totalement gratuite. Là c'est simplement Marguerite Duras qui raconte comment elle s'est éveillée à la sexualité. Et c'est simplement dans un contexte qui sort de l'ordinaire et qui moralement est un peu ambigu, donc c'est pour ça que c'est assez déroutant, mais je vous dis, ça reste quelque chose qu'elle a retravaillé d'un point de vue plus adulte, elle l'a retravaillé pour que ça soit plus romancé, pour que ça soit peut-être plus mature. J'ai pas lu L'Amant et j'ai pas lu Un barrage contre le Pacifique, qui je crois est encore une autre réécriture. Oui, elle en a fait beaucoup. Donc il faudrait en fait comparer pour voir où se cache la réalité, où se cache le romancé. Il y a vraiment une comparaison à faire entre ces trois œuvres. Si vous d'ailleurs vous avez lu les trois ou que vous en avez lu une, dites-le moi en commentaire qu'on puisse en discuter, parce que je suis pas vraiment sûre de lire les autres franchement, parce que j'ai pas particulièrement envie de me replonger dans cette histoire, même si c'était intéressant et que la manière dont elle décrit les années 30 au Vietnam, j'ai apprécié, même si c'est assez court. Ça m'a quand même fait plaisir de plonger dans cette ambiance. On a des espèces de problématiques extérieures et secondaires qui aussi dévoilent de certaines problématiques qu'il y avait à l'époque. Donc ça j'ai vraiment apprécié. On retrouve les nuits de mousson chaude, on retrouve les champs de riz, on retrouve le chant des gardiens, on retrouve le pensionnat colonial. Enfin vraiment, il y a tout un environnement et toute une atmosphère autour de ce Vietnam colonisé qui est hyper sympa et très bien dépeint, je trouve, parce que c'est toujours en quelques mots. C'est fait assez finement, c'est fait assez subtilement, et ça j'ai vraiment beaucoup aimé dans la plume de Marguerite Duras. Ça reste pour moi quand même un livre qui est assez difficile à lire, tant au niveau de la narration que de ce qui se passe. On comprend pas forcément les motivations des personnages, on comprend pas forcément leur psychologie. C'est un livre vraiment vraiment particulier, mais que j'ai lu il y a quand même un moment, que j'ai lu il y a 2 mois je crois, et qui me laisse quand même une empreinte. Ça m'a quand même fait éprouver des émotions plus ou moins agréables, plus ou moins positives, ça c'est sûr, mais ça m'a quand même fait éprouver des choses un peu spéciales, et je me souviens de la narration, de la construction du texte, je me souviens de ce qui s'y disait, je me souviens un peu de ce qui s'est passé. Il est particulier et je trouve qu'il est fort, et par exemple c'est le genre de livre où si je vous en avais parlé, juste après l'avoir lu, je pense pas que j'aurais réussi à en parler correctement, ou que j'aurais été hyper objective, ou que j'aurais dit en tout cas la même chose que ce que j'ai dit là. C'est le premier aussi Marguerite Duras que je lis, donc j'ai aucun outil de comparaison, j'ai aucun point de comparaison, mais je suis hyper curieuse en fait de voir ce qu'elle a écrit d'autre, parce que il m'a laissé un souvenir indélébile, il est quand même resté gravé là, et je pense que il peut servir de base à comprendre énormément de choses autour de l'œuvre de Marguerite Duras, notamment parce que quand même on comprend son approche d'un livre, on comprend son approche de la littérature et de ce qu'elle veut y raconter, je trouve. Donc voilà, ça reste un livre hyper intéressant que je suis contente d'avoir lu. Il fait partie de ceux qui laissent son empreinte chez les gens, et si on vous demande d'en parler, vous savez pas comment, et je pense que mon analyse est vraiment loin d'être parfaite, et j'ai dû oublier mais 1 milliard de choses, et il y a tellement de choses aussi que je connais pas, donc je peux même pas vous les dire. J'ai rien préparé là de ce que je vous dis, et je sais même pas si je dois vous le conseiller ou pas, c'est juste est-ce que ce que je vous ai dit vous a intrigué ou pas. Si oui, bah peut-être allez-y, et sinon je pense que c'est trop un ovni pour pas avoir au moins une curiosité dès le début. Bon Mathilde, si tu parles 15 minutes sur chaque livre, on ne va pas s'en sortir. Hop, un peu de café. Alors, prochain livre dont je vais vous parler, j'ai mon téléphone là parce que j'ai la liste de ceux que j'ai lus et dont je vous ai pas encore parlé. Tiens, je vais vous en parler d'un autre que j'ai abandonné en fait, que je peux mettre en lien avec L'Amant de la Chine du Nord, donc on va parler de celui-là en deuxième, et c'est On est bien seul dans l'univers de Philippe Curval, qui est donc un recueil de nouvelles de science-fiction que j'ai trouvé chez Gilbert Joseph et qui est vraiment magnifique, il est vraiment hyper beau, mais je l'ai abandonné. J'ai lu je pense la moitié au niveau des nouvelles, et Philippe Curval, que je ne connaissais pas du tout, mais il y a une préface au tout début de quelqu'un qui raconte que c'est vraiment un fondateur de la SF française, qu'il a vraiment retravaillé le genre, qu'il a vraiment presque transformé le genre au moment où il a commencé à écrire. C'est vraiment un très long éloge en fait sur son travail. Moi personnellement j'ai lu aucun
aucun de ses livres, mais je crois qu'ils sont publiés chez La Volte. Donc déjà j'ai pas accroché vraiment énormément à toutes les nouvelles. Il y en a qui sont sympas. De toute façon, comme tous les recueils de nouvelles, il y en a toujours qui te parlent et d'autres que tu lis et soit tu les comprends pas, soit elles te touchent pas particulièrement. Mais il y a un moment où ça m'a saoulée, c'est la sexualisation des jeunes filles. Gratuitement. On adore. Non, c'est faux, on déteste. J'étais pas à fond dans le recueil de nouvelles, mais je continuais, j'en lisais, je me disais culture générale, je lis quand même apparemment quelqu'un qui est considéré comme un père de la SF française. Donc voilà, je veux découvrir son univers, je veux découvrir ce qu'il fait, je veux découvrir peut-être pourquoi il est considéré comme quelqu'un de novateur dans son genre. Et j'ai lu une nouvelle qui sexualise à mort une jeune fille. Et vraiment, de nouveau, je vous disais, il y a des choses que je trouve malaisantes, mais qui sont normales d'exprimer parce que ça fait partie d'une réalité de notre société. Mais quand tu mets une jeune fille qui a 14 ans et que tu la sexualises à mort, alors que vraiment pour l'histoire, elle pourrait avoir 17-18 ans, ça ne changerait rien. Et ben moi je peux pas. Vraiment je trouve que c'est nul et c'est pas en mode on met une jeune fille sexualisée, il se passe des bails et ensuite on dénonce. Non, c'est vraiment une pure sexualisation, une pure érotisation. Érotisation ça se dit? Bref, on rend vraiment une jeune fille adolescente, presque enfant, on la rend érotique pour un homme beaucoup plus âgé qu'elle, voilà, là c'est, je sais pas, il doit avoir 22, 23 ans, et tout va bien, et c'est comme ça, et il y a aucun problème, alors que déjà, c'est même pas légal. À partir du moment où je trouve tu mets un personnage qui n'a même pas la majorité sexuelle dans ton pays, que tu l'érotises, que tu lui fais faire des choses sexuelles avec des hommes plus âgés, comme si c'était normal, et vraiment en y trouvant même un côté très sensuel et érotique et très presque excitant, bah pour moi c'est pas normal et t'es pas censé écrire des choses comme ça dans tes livres parce que bah ça démontre encore une fois qu'il y a des problèmes au niveau de la vision de la femme, au niveau de la vision de la sexualité féminine, de la sexualité des enfants. Et voilà, j'étais pas à fond dans le livre et cette nouvelle-là m'a achevée quoi. J'étais là en mode... bah pour moi en fait ça démontre quelque chose de Philippe Curvel que j'ai pas apprécié. Ça démontre un espèce de fantasme qu'il a exprimé dans sa nouvelle que je trouve moralement pas appréciable. Donc en fait à partir de ce moment-là j'ai pas eu envie de découvrir plus de son œuvre. Je reste pas fermée à ses autres écrits, pas du tout. Et je vais pas non plus être la meuf extrême qui dit ah non c'est bon je le bannis. Si j'ai l'occasion de relire ses livres pourquoi pas, mais là pour le coup ça m'a trop déçue et ça va me saouler donc j'ai abandonné. Alors, de quel livre on va parler ensuite? Tiens, on va parler de La Récolte de Tara June Winch, que c'est un livre que j'ai vu passer vraiment nulle part sur Booktube, en tout cas sur voilà, les chaînes que je suis. Et c'était hyper intéressant parce que c'est un livre qui vraiment traite de la culture aborigène australienne et c'est quelque chose que je connaissais pas du tout, je sais même plus comment j'étais tombée sur ce livre, il me semble par hasard chez Gilbert Joseph comme d'habitude. Et donc on va y suivre l'histoire de Auguste qui est une jeune aborigène d'Australie qui après 10 ans va revenir chez elle parce que son grand-père est mort, donc elle va revenir pour l'enterrement. Et sauf qu'elle va apprendre qu'en fait la maison familiale de sa grand-mère va être sur le point d'être détruite parce qu'il y a une mine de je sais plus quel métal qui va ouvrir juste à côté, donc ils vont devoir forer en fait le sol et ils vont devoir détruire la maison. Et Auguste qui elle avait fui en fait un peu cette vie en Australie, qui était partie habiter à Londres il me semble, elle va se retrouver un peu de nouveau au milieu de ses racines. Après on comprend pourquoi elle est partie, mais voilà tout ça je vous le dis pas forcément. Et c'était hyper intéressant, notamment déjà avec la construction narrative du livre, puisque c'est un truc qu'on comprend assez rapidement, mais son grand-père était en train d'établir un dictionnaire en fait de la langue aborigène que lui parlait, qui s'est perdu avec le temps. Et donc en fait il y a des chapitres qui sont séparés par une liste avec les mots, leur signification, les expressions, et une partie aussi autobiographique de son grand-père qui va vraiment faire référence à des moments qu'il a vécu, genre tel mot fait référence à ce qu'il a ressenti quand il s'est passé ça, enfin des choses comme ça. C'était hyper chouette, c'était hyper dépaysant, c'était vraiment nouveau, c'était quelque chose qui changeait énormément. Et donc on va suivre en parallèle les pages d'un journal d'un missionnaire, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, qui faisait partie des colons qui ont colonisé l'Australie à l'époque. Et donc on va suivre
à travers son journal, à travers son regard, ce qui était infligé en fait aux aborigènes de l'époque, la manière dont ils ont été traités, et comment la culture s'est peu à peu retrouvée détruite et vraiment très fortement diminuée jusqu'à ce que les descendants des aborigènes aient vraiment oublié tout ce qui avait attrait à leur propre culture, leur langue, leur manière de voir la nature, leur manière de voir les choses, leur philosophie, même les objets qu'ils utilisaient, des choses comme ça. Donc Auguste va juste petit à petit, et on va la suivre, on va suivre tout ça avec elle, va se reconnecter à ses ancêtres, va se reconnecter à sa culture, et c'était hyper chouette, ça se lisait assez rapidement, c'était assez fort. Elle va se battre pour la maison de sa grand-mère, on va suivre d'autres personnages secondaires qui sont descendants de colons, descendants d'autres aborigènes, donc il y a vraiment toute cette mixité de perspectives qui est vraiment très intéressante. Auguste est un personnage qui est un peu tiraillé entre son passé, son futur, ce qu'elle essaye de fuir, ce qu'elle essaye de retrouver. C'était vraiment sympa, et je vous dis, la construction narrative fait que, je sais pas, le livre est bien découpé, le livre se lit bien, c'est des chapitres qui sont courts, on suit 3 points de vue différents, donc c'est vraiment dynamique, c'est vraiment bien construit. Il y a une bonne recherche qui est faite autour de tout ce qui était passé des colons et passé des aborigènes, et ça m'a vraiment donné envie de découvrir un peu plus de cette culture, parce que je trouve qu'on l'en voit pas beaucoup, on voit pas beaucoup dans les films, on voit pas beaucoup dans les livres, c'est vraiment pas quelque chose qu'on croise souvent, donc ça m'a fait plaisir de m'enrichir en fait à travers ce livre. Donc si ça vous intéresse, je trouve que c'est un très bon endroit où commencer, parce que c'est une extrêmement bonne introduction à la manière dont les aborigènes australiens vivaient, la manière dont ils pensaient, et c'est hyper poétique, c'est très connecté avec la nature. Il y a vraiment des notions qui sont expliquées, qui sont nommées, qui n'ont même pas de corrélation en fait, et d'équivalence plutôt en français. Ça n'existe pas. Des notions que j'ai trouvées tellement belles, des états d'esprit, des sensations, des émotions qui sont nommées et que je trouve vraiment hyper poétiques et vraiment tellement belles. C'est un peu dur à expliquer, mais toutes les cultures qui sont très connectées avec la nature souvent utilisent des mots et des notions qui sont un peu perdues pour nous et qui paraissent un peu abstraites, et qui pourtant en fait sont vraiment le reflet de la connexion de l'homme avec la nature, et voilà. Enfin bref, il y a tout ça. Je vous dis, c'était une super bonne lecture, c'était hyper enrichissant, c'était nouveau, ça changeait, et si vous êtes curieux de la culture aborigène australienne, et en même temps si vous avez envie de suivre une aventure familiale avec des secrets qui sont dévoilés, des choses comme ça, des non-dits, des combats personnels, des combats collectifs, foncez sur La Récolte, c'était vraiment chouette. Oui, je suis très enthousiaste. Ok, maintenant est-ce qu'on passerait pas sur un roman graphique ? Ouais, je pense que ça peut être sympa, un petit roman graphique. Je vais vous parler de Le Patient de Timothée Le Boucher. Alors là, pour le coup, circule souvent sur Booktube, YouTube, des choses comme ça. Alors j'avais adoré, mais vraiment adoré, Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher, surtout que je l'avais lu à sa sortie, donc vraiment j'en avais jamais entendu parler, c'était bien avant tout l'engouement autour de ce roman graphique, et je l'avais vraiment adoré. C'est un des premiers d'ailleurs romans graphiques que j'ai lu. Avant je connaissais les BD, les romans, mais je savais pas trop comment faire des BD en one shot comme ça. J'étais très novice dans le genre, et j'ai découvert ça à travers notamment cette BD Shangri-La. Enfin bref, j'ai commencé avec des choses je trouve très high level. Et Le Patient, j'étais très curieuse de savoir ce que Timothée Le Boucher allait proposer en plus, surtout que je sais que beaucoup de gens l'ont adoré, que des gens ont pleuré, des choses comme ça. J'étais un peu déçue. Franchement, ça me fait mal au cœur de dire ça, et j'ai vraiment pas envie. J'avais tellement envie d'aimer ce livre, d'aimer cette histoire, parce que j'avais tellement été touchée par Ces jours qui disparaissent. Je l'avais trouvé tellement beau, tellement poétique, tellement mélancolique, que je voulais que Le Patient y ressemble. Et j'ai vraiment aimé la première partie. J'ai vraiment adoré la première partie, mais à partir du milieu, déjà j'ai un peu vu venir ce qui allait se passer. Et ensuite, la fin, j'ai trouvé qu'il y avait trop de choses qui étaient trop sous-exploitées, vraiment. Il a planté des graines qui ont pas du tout germé, en fait. Pour moi, à la fin, ça m'a donné cette sensation en mode, mais il manque 100 pages. Genre vraiment, ça aurait pu mériter 100 pages de développement, qui, je trouve, était là dans Ces jours qui disparaissent. Il y avait un peu plus de profondeur, il y avait un peu plus de lenteur, presque, mais pour moi qui était bénéfique, qui était vraiment nécessaire. Et je trouve que là,
je suis pas convaincue. J'étais pas convaincue, ça reste une bonne histoire, mais en fait je m'attendais à tellement mieux que j'étais un peu déçue, Les dessins restent vraiment très beaux. Et d'ailleurs je vous ai même pas dit de quoi ça parlait, super, booktubers en carton. Donc on va suivre Pierre qui va se réveiller après 6 ans de coma, donc ça faisait 6 ans qu'il était dans le coma, à cause d'un accident en fait qui s'est passé où quelqu'un est venu et a décimé toute sa famille. Et apparemment ça serait une de ses sœurs, ça serait la seule survivante en fait, du coup c'est elle qui a été accusée, elle serait un peu déficiente mentalement, et ce serait elle qui aurait commis le crime, et lui en fait il va se réveiller après 6 ans je vous dis, et il se souvient de rien, il se souvient pas vraiment que sa famille a été tuée, il se souvient pas de qui a essayé de le tuer, des choses comme ça. Il va faire appel à l'hôpital à une psychanalyste qui va venir essayer de lui faire revivre ses souvenirs pour trouver qui a massacré sa famille, des choses comme ça. Voilà, c'est un peu le plot twist de base. Le début fonctionne bien, on s'attache à Pierre, on s'attache à la psychologue, leur relation, elle est un peu vraiment particulière. Les deux en fait on semble s'aider mutuellement, on s'attache aux personnages secondaires puisque Pierre va se faire des amis à l'hôpital, d'autres jeunes garçons qui ont eu des accidents aussi, des choses comme ça. Mais je vous dis en fait ce qui manque, c'est de l'approfondissement. Il y a des histoires secondaires avec des personnages secondaires, il leur arrive des choses. J'ai pas compris pourquoi c'était là pour certaines. Je les ai trouvées hyper chouettes pour d'autres, mais pas assez approfondies. La fin, ça va trop vite. Il y a un moment, un plot twist, forcément, bah vous vous doutez bien quoi. Il y a un plot twist qui va se passer, que je trouve bien, que j'avais vu venir, mais que je trouve sympa, mais qui pour moi est pas du tout assez développé. La fin, pareil, va trop vite, c'est pas assez développé. Et en fait, il y a une complexité des personnages et des psychologies qui est mise en place, qui est très intéressante. Mais puisqu'elle n'est pas assez développée pour moi, bah parfois c'est soit ça a l'air d'être un surplus, soit c'est quelque chose d'un peu trop léger pour être vraiment impactant. Et je trouve ça dommage, notamment la relation entre Pierre et sa psychologue. Je trouve qu'il y a des points qui méritaient d'être vraiment approfondis et développés et ça aurait été tellement bien. Il y a un côté en fait très thriller psychologique qui aurait pu être mis en place et qui pour moi n'a pas été très réussi. Ça reste une très bonne lecture, ça reste un très bon roman graphique, je sais qu'énormément de personnes l'ont adoré. Vraiment, moi c'est juste que je m'attendais à tellement que j'étais déçue. Donc je vous le dis, là je vous explique pourquoi j'ai été déçue, parce que c'est possible que vous ressentiez la même chose que moi. Mais vous savez, c'est juste parce que je m'attendais à aller là, et je suis allée que là. Mais ça reste très haut comme niveau. Ça reste très bien. Les dessins de Timothée Le Boucher sont très beaux. Il y a des traits qui sont assez fins, assez ronds. Des couleurs qui sont très pastel. Et ça va bien avec souvent le ton un peu mélancolique de ces romans graphiques. Il y a vraiment des tonalités un peu bleutées, un peu violettes, un peu orange, un peu vintage quoi. C'est vraiment très beau, vraiment très sympa à regarder. Et on se rend compte qu'il y a aussi des thématiques en commun avec ces œuvres graphiques. Mais je vous conseille davantage ces jours qui disparaissent que Le Patient, même si Le Patient reste une très bonne histoire, mais moins originale, moins surprenante et moins approfondie, je trouve, selon mes goûts personnels, qui ne sont que mes goûts personnels. Puisqu'on est dans les romans graphiques, on va rester dans tout ce qui est un peu dessin BD. Et donc j'ai lu Midnight Tales, qui est le premier opus d'une série du label 619, où en fait il y a un collectif d'écrivains, de dessinateurs qui se regroupent pour tous participer en fait à la création de l'ouvrage. Et donc c'est plein de petites histoires avec les Midnight Girls. Ce sont des jeunes filles qui ont des pouvoirs magiques en fait, qui peuvent communiquer avec les esprits, et elles ont des sortes de super pouvoirs. Et en fait c'était en préparant ma vidéo sur Mathieu Bablé que ça m'avait vraiment donné envie de lire en fait ces ouvrages, parce que il fait partie des dessinateurs principaux de Midnight Tales, et donc il me semble que pour l'instant il y en a 4 ou 5 qui sont déjà sortis. Et c'était vraiment bien. Déjà c'est hyper sympa de voir des très courtes histoires avec des dessins différents, parce que c'est hyper bien pour son esprit critique, on affine et on affûte un peu ce qu'on aime moins. Donc au niveau des dessins, c'est sympa aussi d'habituer son œil à des choses différentes, découvrir des nouveaux styles graphiques et des choses comme ça. Et aussi, ce que j'ai apprécié, mais vraiment de dingue, et je savais pas du tout que c'était comme ça, qu'il y avait en tout cas ce genre de choses intégrées dans la BD, c'est que c'est hyper engagé.
Vraiment. Déjà c'est éducatif, ça parle des sorcières, ça parle de la manière dont les sorcières étaient vues, ça parle de certaines créatures mythiques, de légendes qui ont apparu dans notre monde, et un peu les croyances populaires sur certaines choses. Mais je vous dis que c'est engagé, pourquoi? Parce qu'à un moment il y a une histoire qui se passe en Inde, et ensuite il y a toute une double page, il me semble, d'écriture sur la place des femmes en Inde, la manière dont les castes en Inde fonctionnent, et surtout toutes ces jeunes filles qui ont disparu, vous savez, les missing girls en Inde. En gros c'est tous les bébés de sexe féminin qui ont disparu, on appelle ça, mais en fait qui ont été tués ou abandonnés par leurs parents, parce que puisque c'était des filles, il aurait fallu payer leur dot à leur mariage, et en fait ça coûte trop cher aux parents, et donc il y a énormément, je sais plus le chiffre, mais je crois que ça se compte en milliers, en centaines de milliers je crois. Peut-être que si je retrouve le chiffre exact, je vous le mettrai quelque part par là, mais vraiment c'est des centaines de milliers et des centaines de milliers de bébés féminins qui sont abandonnés ou tués à la naissance parce que les parents n'ont pas les moyens de payer la dot à leur mariage. Et voilà, c'est tout un système de caste, un système religieux, social en Inde qui existe et qui oppresse énormément les femmes, et donc il y a vraiment toute une double page qui explique ça, et c'était ouf. Enfin vraiment, moi j'ai trouvé ça trop bien que dans une histoire où il y a en plus majoritairement des dessinateurs masculins qui y participent, il y a cette initiative de former et d'éduquer les gens à travers de la fiction, à travers de l'imaginaire, parce que c'est que des histoires un peu épouvantes, des histoires un peu fantasy, mais on utilise ce prétexte pour défendre une cause globale, une cause aussi plus importante, et moi je trouve que c'est vraiment un parfait combo quand on utilise le dessin, la fiction, l'humour, tout ce que vous voulez, des choses qui sont a priori légères pour propager un propos et pour communiquer quelque chose de plus profond, et j'ai trouvé ça trop chouette. Après voilà, ça reste un recueil d'histoires, elles sont hyper sympas, tous les graphistes qui ont participé sont hyper talentueux, donc peut-être que si vous avez envie de découvrir le style du Label 619 sans pour autant vous procurer parfois les romans graphiques des auteurs qui coûtent 25-30 €, voilà, ça fait un sacré budget, peut-être que Midnight Tales, vous le feuilletez, vous allez dans votre librairie, chez la Fnac, j'en sais rien, vous feuilletez, vous regardez s'il y a un style que vous aimez bien, vous notez le petit nom de l'auteur et vous pouvez après vous commander ses œuvres, et au moins vous êtes sûr que le trait graphique, le propos, la philosophie, la manière dont c'est raconté, ça vous plaît. Donc c'est une hyper bonne manière, je trouve, d'appréhender le style des dessinateurs et les romans graphiques, les BD. C'est un parfait combo entre le dessin, le texte, l'engagé, le léger, le divertissement, l'éducatif, enfin bref. J'ai trouvé que c'était ouf, et je suis hyper contente d'avoir acheté ce premier tome, et j'achèterai les autres sans hésiter. Bon allez, un petit dernier pour la route. Ouais. Le dernier livre dont je vais vous parler dans cette chronique fauconnesque, ça va être Nous avons toujours vécu au château de Shirley Jackson. C'est vraiment une super surprise. Vraiment, ce livre, c'est pas un coup de cœur, mais c'est un livre dont je vais me souvenir parce que, pareil, il est vraiment unique et il m'a vraiment marqué, et personnellement j'avais jamais rien lu comme ça. C'est un livre un peu thriller psychologique, un peu épouvante, mais vraiment très légère. C'est vraiment... ça tient dans l'atmosphère, ça tient dans l'environnement, ça tient dans la psychologie des personnages, ça tient dans les secrets, les non-dits. En fait, beaucoup de choses que nous, on s'imagine dans nos têtes et que Shirley Jackson nous fait nous imaginer. On sait pas si ça relève du surnaturel ou pas. Enfin, vous voyez, il y a un peu ce flou artistique, ce flou littéraire qui fait qu'on nage un peu dans un univers un peu bizarre, etc. Enfin, c'était vraiment trop bien au niveau de l'ambiance. Et donc l'histoire est assez simple, on va y suivre Marie-Catherine Blackwood qui vit avec sa sœur Constance au château des Blackwood, donc dans un petit village. Et les habitants, les villageois ont très peur des deux sœurs et ils ont très peur de s'aventurer près du château. Ils les regardent avec un peu à la fois de la terreur parce qu'ils pensent un peu que c'est des sorcières, qu'elles peuvent leur faire un peu du mal, et en même temps ils se moquent un peu d'elles, ils les jugent, ils se moquent, ouais voilà, ils se moquent d'elles derrière leur dos. Et Marie-Catherine elle a un peu du mal à supporter tout ça. Constance elle reste enfermée dans le château, elle ne sort jamais. Mais la raison pour laquelle tout le monde a peur d'elle et de leur manoir, c'est que toute leur famille en fait est morte empoisonnée au cours d'un repas, sauf les deux sœurs et l'un de leurs oncles qui a survécu mais qui est devenu un peu
un peu débile, enfin dans le sens vraiment débile du terme, où il a un peu du mal à faire des choses lui-même, il est un peu handicapé, il perd la mémoire, des choses comme ça. Et donc tout le monde pense que c'est les deux sœurs qui ont empoisonné leur famille. Il y avait leur petit frère, leur tante, leurs deux parents, leur oncle qui a survécu. Et voilà, donc il y a un espèce de mystère qui plane autour de qui a fait ça, pourquoi est-ce que tout le monde est mort d'un coup. C'est hyper bien parce que les deux sœurs elles jouent un peu de ça. Des fois quand le sujet vient sur la table, elles ne fuient pas du tout le discours, elles sont là, elles ont des petits sourires, elles jouent vraiment avec, elles font des blagues sur ça, leur oncle aussi. Ils traitent de ce sujet, donc qui est vraiment la mort littéralement de toute leur famille, avec énormément de légèreté. Et c'est ça qui donne un côté un peu déconcertant, enfin... Voilà, il se passe pas grand chose dans ce livre, à part en fait la vie de ces deux sœurs. Je peux pas vous expliquer plus que ça ce qui va se passer. J'ai même pas envie de vous dire un espèce de... pas de plot twist, mais voilà, d'éléments qui vont venir bouleverser leur quotidien. C'est vraiment un livre dans lequel on se plonge et on se laisse aller. Moi je l'ai lu en une soirée, il est pas très long, il doit faire 250 pages je pense, donc c'est vraiment pas très long. Et pour moi c'est vraiment un livre qu'il faut essayer de lire sur un laps de temps très court. C'est-à-dire que si vous commencez un matin, que vous lisez 10 pages, vous reprenez le soir, vous lisez 10 pages avant de dormir, vous reprenez plus tard, etc. En fait, pour moi, la magie, elle va pas marcher, je pense. Je pense qu'il faut vraiment le lire de manière très rapprochée pour rester dans l'ambiance, parce que tout est dans l'ambiance, tout est dans l'atmosphère que réussit à créer Shirley Jackson, mais de manière très très simple. On suit principalement Marie-Catherine, mais il y a vraiment un côté où on se pose beaucoup de questions, et il faut vraiment être plongé dans l'univers et pas en ressortir trop souvent pour moi pour que ça fonctionne. Sinon, vous allez trouver ça chiant, vous allez trouver ça long, vous allez pas comprendre où on va, ce que l'autrice veut nous dire, mais en fait c'est normal parce que on va nulle part. On va pas à un point particulier, il n'y a pas un début, un milieu, une fin avec un plot twist et je sais pas quoi. Oui, il y a un début, il y a une fin, il se passe quelque chose au début, il se passe quelque chose à la fin, mais la vie des personnages ne finit pas, elle ne se termine pas du tout. Une fois qu'on a refermé le volume, vraiment, on imagine en fait tout ce qui va se passer après, et surtout, il y a plein de réponses qu'on n'a pas. C'est pour ça que il faut rester le plus longtemps dans le livre, il faut rester le plus longtemps plongé dans l'atmosphère, plongée dans l'univers de ces sœurs Blackwood pour s'imprégner et pour vraiment que notre tête à nous aussi soit remplie de toutes ces questions de ok mais est-ce que c'est vrai quoi? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce que j'imagine est vrai? Est-ce que ce que je pense c'est la réalité? La plume est vraiment très belle, elle est vraiment très bien choisie au niveau des mots, au niveau du rythme, au niveau de la psychologie des personnages qui est dépeinte. Je trouve que Shirley Jackson a fait un travail incroyable pour instaurer vraiment une atmosphère, un univers qui est très 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 spécifique, à la fois cocooning, enfin je sais pas comment dire, mais c'est pas, en fait c'est un livre qu'on n'a pas envie de quitter et qui en même temps te met un peu mal à l'aise, te tend un peu parfois quand tu lis des passages, t'es un peu plus tendu, des choses comme ça, mais c'est des choses positives, c'est des choses, des petits frissons en fait qu'on apprécie d'avoir, et il y a un côté cocooning dans le sens où on n'a pas envie de le quitter, donc je pense que le terme n'est pas très bien choisi, mais voyez un peu l'idée je pense que j'essaye de dire à travers ce mot. Franchement je trouve que c'est une prouesse d'avoir réussi à instaurer un climat comme ça qui est un peu terrifiant, un peu malaisant, etc. sans utiliser aucun des codes classiques du film d'horreur quasiment. Moi je trouve que c'est une prouesse dingue et je trouve qu'il y a énormément de films qui devraient s'en inspirer parce que mon dieu les jumpscares, on n'en peut plus dans les films d'horreur. C'est trop facile en fait. Et en fait Shirley Jackson, elle a enlevé tout ce qui est relevé du facile et elle a travaillé plein de tout petits éléments. Elle a approfondi plein d'émotions, plein de sensations, elle est allée dans plein de directions différentes, elle est allée explorer beaucoup de choses et ça marche. Et je trouve que c'est absolument dingue de réussir à écrire un livre comme ça, de cette manière-là, avec ces éléments-là, avec ces personnages-là. Enfin franchement moi je lui tire mon chapeau, j'ai La Maison Hantée dans ma pile à lire, j'ai trop hâte de le lire, vraiment j'ai trop hâte de voir si ça va me faire la même chose ou si c'est parce que c'était le premier, donc ça m'a fait un petit frisson spécial. Mais si vous cherchez un
vraiment un livre d'ambiance qui est lent, qui est un peu psychologique, mais qui, voilà, qui est pas du tout chiant, hein, qui vous fait des petits frissons, des choses comme ça, qui vous met dans une ambiance vraiment très atmosphérique. Je vous conseille à mort, vraiment je vous conseille, à mon avis vous serez pas déçus et ça change de ce qu'on peut trouver. C'est vraiment de nouveau une construction narrative et un livre qui ne ressemble à aucun autre que j'ai pu lire, donc c'était hyper agréable. Je pense aussi que c'est pour ça que il m'a marqué et que j'avais vraiment envie de vous en parler. Et une fois n'est pas coutume, ah, le café est froid. En fait c'est pas le faucon littéraire que je devrais m'appeler, ça serait Miss au café froid. C'est tout pour ce point lecture, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura inspiré. J'espère que j'aurai réussi à parler de manière suffisamment éloquente, suffisamment intéressante de ces livres, parce que c'était principalement des ouvrages sur lesquels il y a quand même des choses à dire, qui sont soit des classiques, soit des ovnis un peu dans ce que j'ai pu lire auparavant. Donc j'espère que j'aurai pu leur rendre hommage à leur juste valeur. Est-ce que vous avez lu ces livres? Est-ce qu'ils vous intéressent? Est-ce qu'il y en a que vous avez aimé? Est-ce qu'il y en a que vous n'avez pas aimé? Comme d'habitude, dites-moi tout en commentaire, je suis ravie d'échanger avec vous à chaque fois, ça fait toujours plaisir. Mais je me rends compte que ça m'avait un peu manqué de vous faire une chronique fauconesque un peu en facecam parce que non seulement j'aime tourner ce genre de format, mais de manière très égoïste, ça m'aide énormément à organiser mon esprit et à structurer mon avis sur les livres, parce que je vous dis, là je les écris pas les vidéos, je parle vraiment comme si je parlais à des amis, et ça t'aide, ça te force à structurer ce que tu dis, ça te force à ralentir un peu aussi ton débit de parole, même si parfois j'ai un peu du mal. Et là quand je vois tous les livres dont je vous avais pas encore parlé, qui pourtant valent le coup d'être mentionnés, ça me fait plaisir de reprendre ces petites chroniques fauconesques. Donc j'espère que le format vous plaît, j'espère que c'est quand même intéressant à regarder pour vous. C'est des formats un peu plus longs, c'est des formats qui sont parfois un peu moins dynamiques, mais voilà, j'essaye de les rendre sympathiques au possible pour vous. J'espère que ça fonctionne, croisez les doigts. En attendant, j'espère que vous allez bien en ce mois de mai malgré ce temps horrible. J'espère que vous avez passé des bons week-ends avec tous ces ponts, j'espère que vous vous êtes reposés, j'espère que vous avez lu de super lectures, hein, parce que là quand tout va réouvrir, on aura moins le temps de lire, donc il faut en profiter. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo qui sera, je sais pas encore, on verra bien. C'est la surprise pour vous et moi. À la prochaine!